Et donc, c'était ça le point de tension de tout ceci. C'était le fait que les Clippers ne voulaient pas offrir la 4e année de contrat à Paul George. Une 4e année d'ailleurs que les Sixers se sont empressés de lui offrir pour l'attirer dans leur filet. Mais en même temps, c'est vrai qu'on l'a un peu détaillé. Les Clippers, peut-être, ça venait de loin pour eux. Parce que la première offre en octobre 2023, c'était à peine 2 ans de contrat. Donc il y avait un peu cette idée de peut-être comment dire, un cycle un peu plus court terme, où en tout cas on arrive à la fin du cycle et pas si loin que ça, quoi, au final. Donc il y avait peut-être un peu ça. Le fait est aussi que James Harden a prolongé lui aussi pour 2 ans à peine. Kawhi Leonard, 3 ans, peut-être il y a cette idée de bon, bah, ok, on va jouer, on joue avec eux, mais peut-être qu'il aura encore une valeur pour être échangé. Voilà, on ne veut pas le perdre pour rien. Donc au pire, on fait notre cycle assez court pour encore 1 ou 2 ans et puis ensuite on l'échange. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais si on essaie un peu de lire entre les lignes, bah, le fait que ça propose autant de contrats courts, ça pourrait suggérer ça, premièrement. Après, deuxièmement, c'est vrai que pourquoi est-ce que c'est motivé ce genre de raisonnement? Il n'y a pas que l'âge, peut-être, des joueurs, même si ça peut rentrer en compte, mais pour moi, il n'y a pas que l'âge. Il y a aussi le fait que, ben, on l'a un peu cité, mais les Clippers sont dans ce fameux second apron, donc la deuxième limite à pas dépasser, et ben, si vous êtes un trop grand nombre d'années consécutives au-dessus de cette limite salariale que vous dépensez, ben, finalement, il y a des sanctions qui vont commencer à tomber. Notamment, au bout de X années, je sais plus combien, 3 ou 4, mais on s'en fiche un peu pour les détails. Mais notamment, il y a des choix de draft. Votre choix de draft vous est retiré. Voilà, c'est quand même assez lourd, donc peut-être qu'il y avait aussi cette motivation un peu financière, peut-être, hein, pour le coup. Bon, on a vu que, bon, j'ai un peu décrit la chronologie, au début ils n'ont pas voulu, ensuite ils ont voulu 3 ans, ensuite 3 ans, ok, mais pas de notre clause, du coup ça demande 4e année. Le fait est qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est cette 4e année qui a posé problème? Ou est-ce que c'est peut-être, bon ben voilà, un truc plus général, est-ce que c'est un conflit peut-être qui a un peu dégénéré avec Paul George durant ces négociations, etc., etc. Bon, sur les deux options, on va quand même traiter celle où c'est vrai. On va partir du principe où c'est vrai. Parce que sinon, bon ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'hyper intéressant. Donc partons du principe que, en effet, c'est cette 4e année qui a posé problème. Et ça va nous permettre un peu de discuter d'aspects un peu plus stratégiques, construction d'équipe, valeur de contrat, etc., etc. Et donc, si en effet c'est vrai, si en effet les Clippers n'ont pas voulu offrir cette 4e année de contrat, c'est vrai que pour moi c'est un peu délirant. C'est un peu délirant, et plus on y pense et plus on regarde un peu, on étudie le dossier d'un peu près, bah, plus finalement ça me paraît délirant, non pas par rapport à l'individu, mais par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Et c'est vrai que, bah, notamment pour aller un peu dans le sens des Clippers, en tout cas, pas mal de gens vont dans le sens des Clippers en disant, bah, en même temps, pardon, hein, mais Paul George, il a 33. Alors, il vient d'avoir 34 là en fin d'année, mais c'était la saison de ses 33 ans, grosso modo, cette saison 2024. En gros, la saison de ses 37 ans, bah non, il ne les vaudra pas, les 50 millions l'année, sur 4 ans, enfin la 4e année. Donc, en même temps, on peut comprendre les Clippers, et les Clippers ont eu raison. Bah non, Paul George ne méritera pas cet argent, donc c'est normal qu'on lui donne pas cet argent. Puisque il réclame 4 ans, mais sauf que la 4e année, il les vaudra pas, cette somme-là. Donc au final, les Clippers ont eu totalement raison. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça la question? Est-ce que c'est ça la problématique? Ben moi je pense pas. Je pense absolument pas que ça tourne autour de ça, même si de facto c'est le cas, hein. Beaucoup de monde parle de ça, disant mais non, mais on peut pas lui offrir 3-4 ans, parce que contrat long terme alors qu'il est déjà assez vieux, à la fin il ne vaudra pas cet argent. Ok, mais est-ce que vraiment c'est ça la problématique? D'un point de vue stratégique et construction d'équipe, est-ce que ça doit être ça, la problématique? Est-ce que ça doit être ça la question auquel il faut répondre? Moi, je ne pense pas du tout, et pour le reformuler, est-ce que réellement, pour ne pas le surpayer sa 4e année, tu préfères le perdre complètement dès aujourd'hui? C'est vrai qu'on peut totalement reformuler la question comme ceci. Est-ce que vraiment, pour ne pas avoir le surpayé cette 4e année, à 37-38 ans, est-ce que vraiment pour s'éviter ça, ça vaut le coup de le perdre complètement, et pas que la 4e année, mais dès l'année maintenant, quoi, dès l'année 0 ou même 1, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le perdre complètement juste pour ne pas surpayer à la fin? Bon, vous avez compris qu'avec cette formulation, cette reformulation légèrement connotée, vous voyez que bah, pas forcément, moi je suis pas trop de cet avis. Déjà,
Première chose, je pense qu'on peut distinguer deux aspects. La première question qu'on peut se poser, est-ce que réellement Paul George sera ou serait surpayé à 50 millions l'année à 37 ans? Est-ce que vraiment il serait surpayé? Parce que on part de là, on part de ce principe. Ben non, mais de toute façon, il sera surpayé à 37 ans. Donc les Clippers ont une raison de ne pas lui donner ce contrat de 4 ans, parce que la quatrième année, ce sera surpayé. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que vraiment ce sera le cas? Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu pour plein d'aspects. Alors, je pense que le plus probable, c'est que oui, il sera un peu surpayé, mais on peut prendre en compte dans l'équation le fait que les joueurs c'est pas un verbe en français, les joueurs vieillissent de mieux en mieux, et sans même aller prendre un Tom Brady qui a pris sa retraite à 45 ans, mais même en NBA, on voit ce phénomène tout de même. Et là encore, même en NBA, on peut exclure peut-être un LeBron James, si vous voulez, qui est une anomalie, mais on voit quand même que pas mal de joueurs vieillissent, et vieillissent surtout extrêmement bien. Je ne suis pas à la NBA depuis très longtemps, moi ça fait 15 ans, mais je me souviens d'une époque où quand on arrivait déjà à 33, 34, 35 ans, bon, c'était un peu fini, quoi. Ou, voilà, et comme dit, sans aller jusqu'à prendre LeBron James qui va avoir 40 ans, mais voilà, Stephen Curry, ça vieillit bien, Kevin Durant, ça vieillit très bien, on parle de gens qui sont très, très vieux là, même Chris Paul, Chris Paul pour le coup, on est sur quelqu'un qui du jour au lendemain est devenu mauvais, le déclin est arrivé certes très brutalement, entre 2022 et 2023, ok, mais bon, il a quand même vie jusqu'à très tard. Alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et même d'ailleurs, souvenez-vous, quand il se blesse la deuxième année aux Rockets en 2019, pas 18, la blessure à la cuisse en playoff, mais en 2019, il fait une très mauvaise année. On se dit, c'est un peu la fin, quoi. Et en fait, non. En fait, non, c'est pas du tout la fin. Il y a la réémergence à OKC, fabuleux. Et ensuite, 2 années de très très haut niveau du côté des Suns. La troisième était moins bonne, le déclin est apparu. Mais voilà, on est sur un joueur qui était encore de niveau All-NBA. Qui a d'ailleurs fait une All-NBA First Team en 2021, qui a ensuite mené une équipe qui était le chef d'orchestre d'une équipe à 60 victoires en 2022. Bref, des exemples, on pourrait en trouver plein, et je pense qu'avec l'aspect de professionnalisation du sport aussi, des avancées médicales et de plutôt intégration des avancées médicales dans le sport, il y a plus d'argent, donc on dépense plus aussi, mais pour se conserver, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là. Je pense que 37 ans, ok, peut-être qu'il va vieillir, mais à quel point? Il y a aussi le fait que le salary cap va continuer d'augmenter aussi, avec le nouveau contrat télé. Donc, bon, là on voit 50 millions l'année, ça paraît beaucoup, et c'est beaucoup, évidemment. Mais je veux dire, est-ce que 50 millions l'année, dans 4 ans, en 2028, ce sera pareil que actuellement, ou que ce qu'on a connu il y a 1, 2, 3, 4 ans? Pas forcément. Mais surtout, en fait, il y a aussi la question principale, pour moi, qui est que, en fait, il y a déclin et déclin. En fait, le plus probable, c'est que non, il ne sera pas un joueur au statut de 50 millions l'année. Je pense que il peut encore l'être. Il y a un scénario idéal où il vieillit pas, il est encore magnifique, ok. Mais le plus probable, c'est qu'il décline. Mais en fait, ça dépend aussi à quel point. Parce que on ne passe pas directement d'un joueur. Alors, ça peut arriver, mais en général, non. On passe pas directement d'un joueur de contrat max à contrat minimum. Et ce que je veux dire, c'est que, pour un peu modéliser, imaginons qu'il ne les mérite pas, ces 50 millions par an à 37 ans. Ça ne veut pas dire qu'il vaudra, entre guillemets, un contrat à 5 millions l'année. Je pense pas. Alors que quand on dit surpayé, il y a un peu ce terme un peu global et sans nuance finalement. Mais ok, peut-être qu'il sera surpayé, peut-être qu'il y aura un déclin. Mais il y a déclin et déclin. Peut-être juste qu'il sera moins bon et que, encore une fois, ça veut rien dire, on modélise, juste, mais peut-être qu'il sera pas il sera payé 50 millions. Il aurait été payé 50 millions. Non, pardon. Il va être payé aux Sixers parce qu'il l'a eu cette année. Il sera payé comme 50 millions l'année et qu'il aura décliné, mais il aura décliné sur un niveau, grosso modo, de 35-40 millions. Et pas forcément décliné en mode contrat minimum, à peine 5 ou 10 millions l'année, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Donc, il y a déclin et déclin. Donc, est-ce que Paul George sera surpayé vraiment à 37 ans? C'est pas sûr, mais c'est probable. Et même si ça arrive, il faut voir aussi à quel point est-ce qu'il va être surpayé. Déjà, mais à la limite, ok, admettons. Je vais pas plus argumenter là-dessus. Admettons, Paul George sera surpayé. Sera un peu, moyen ou beaucoup, surpayé sa 4e année de contrat. Ok, admettons, pour la valeur théorique. Admettons, ok, Paul George sera surpayé. Deuxième aspect, et c'est pour moi peut-être sans doute le plus important par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut aussi distinguer ce qu'on pourrait appeler une espèce de valeur intrinsèque, et de l'autre côté, une valeur un peu plus structurelle ou contextuelle, relative au contexte.
Alors déjà, tout de suite, je m'excuse auprès des professeurs d'économie, en tout cas, si vous êtes étudiant en économie ou que vous y connaissez en économie, et que voilà, je m'excuse, j'ai pas les termes, j'aurais pas les bons termes, mais je vais essayer d'expliquer des notions sans connaître, c'est pas mon domaine d'expertise, hein. Moi je suis plutôt branché maths, mais il y a un peu cette idée de, d'un côté, la valeur du joueur par rapport à l'individu, et de l'autre, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler son coût. Qu'est-ce que ça coûte de l'avoir versus ne pas l'avoir? Et ce qui n'est pas pareil de simplement regarder le prisme et le référentiel de qu'est-ce que vaut le joueur, un peu intrinsèquement ou dans l'absolu, ou tout du moins dans ce prisme de simplement évaluer l'individu. Et pour moi, c'est là où on a deux trucs un peu différents. Et d'ailleurs, ça me rappelle, vu que j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps en se basant sur un article de Nico Stilbolin, ça me rappelle un autre article que lui avait écrit à l'époque qui était, je crois que le titre c'était les joueurs surpayés ne le sont pas toujours sans raison. Et à l'époque, il parlait notamment du cas de Rashard Lewis, qui, alors pardon, attention, on remonte à 2009 carrément, mais, ou même avant, mais Rashard Lewis, grosso modo, c'était un poste 4, un des premiers postes 4 vraiment shooters de l'époque, un des premiers shooters à haut volume depuis le poste 4. Et il y avait un peu cette idée, à l'époque, il avait été un peu surpayé légèrement par Orlando, mais en même temps, voilà, il y avait aussi ce truc de, ok, tu le surpayes un peu dans le prisme de l'évaluation individuelle du joueur, mais en même temps, regarde aussi quelles conséquences tu as, quelles sont les conséquences de l'avoir. Notamment en termes de spacing, c'était le Magic de cette époque, pouvait aligner des line-up avec que Dwight Howard au milieu d'un spacing fabuleux, donc un spacing et une rentabilité de ce point de vue-là, plus le fait d'optimiser Dwight Howard à l'intérieur, qui était beaucoup pick and roll, mais aussi beaucoup de post-up, donc il y avait besoin aussi de beaucoup de shooters autour de ce post-up. Voilà. Finalement, vraiment sur l'échelle individuelle, tu peux te dire, Rashard Lewis à l'époque, on l'a surpayé. Mais sauf que quand tu regardes le résultat final de Orlando, la présence de Rashard Lewis a permis de déverrouiller un nombre incroyable de choses, et ce qui fait qu'on a eu Orlando qui était un candidat au titre et une équipe extrêmement solide pendant, c'était quoi, c'est 2-3 ans avant qu'il se fasse rééchanger de nouveau, Rashard Lewis, je veux dire. Mais voilà, c'est finalement, il y a un peu ces deux visions de, si on regarde juste le contrat, bah ouais, il est surpayé. Et par contre, si on regarde comment ça carbure Orlando, notamment grâce à lui, bah ok, il est surpayé, mais regarde ce que ça donne, quoi, au final. Donc c'est un peu là-dessus où je pense qu'il faut bien séparer cette notion de la valeur du joueur, un peu in a vacuum, comme ils disent les Anglais, un peu dans l'absolu de mais qu'est-ce que vaut Paul George? Vraiment de n'importe où, n'importe quand sur le marché, qu'est-ce qui vaut l'individu? Il y a ça, ok. Mais après, il y a aussi, je pense pour la franchise, et c'est plutôt comme ça qu'il faut penser, qu'il aurait fallu penser, en termes de coût. Qu'est-ce que ça me coûte, moi, en tant que franchise, de l'avoir versus ne pas l'avoir? Et donc vous aurez compris que c'est un peu là-dessus que se joue le truc pour moi. Et donc quand on me dit, et je peux comprendre, mais quand on me dit Paul George ne vaudra pas cet argent à 37 ans, je peux être d'accord, mais est-ce que vraiment c'est ça la question? Est-ce que c'est ça la problématique? Pour moi non. Pour moi, il y a une question pour les Clippers de coût. Qu'est-ce que ça va me coûter plus généralement de l'avoir ou de ne pas l'avoir? Et donc c'est là où on arrive au point central de toute cette conversation pour moi. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est le point central. Pour moi, les Clippers sans Paul George ne sont plus candidats au titre. Voilà, assez simplement, on pourra un peu redévelopper, mais pour moi, les Clippers sans Paul George ne sont pas candidats au titre. Et corollaire, qu'on peut attacher, on est un peu dans une équipe et un projet, je pense que ça pourrait être le cas de tout le monde, mais de facto, c'est pas le cas. Mais en NBA, c'est un peu un all or nothing, en fait. Merci pour l'accent, mais c'est un peu du tout ou rien, en fait. Vous savez, il n'y a pas de Coupe de la Ligue, il n'y a pas de Coupe de France, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de je dois finir en 4e du classement. Enfin non, il n'y a pas tout ça comme dans le système de foot. Je caricature un peu, vous le savez, mais il y a cette idée, c'est soit le titre, soit tu gagnes le titre, soit tu gagnes pas le titre, et t'es nul, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a le tanking, c'est que, non, ça n'a aucun intérêt sportif d'être dans le ventre mou. Bon, comme dit aussi de facto, on a aussi pas mal de franchises et de propriétaires qui, le ventre mou, ça leur va très bien. Voilà, de jouer entre la 6e et la 10e place, c'est parfait. De pas être hyper compétitif, c'est parfait. Mais sauf que, il me semblait, et j'ai l'impression que c'est quand même pas le cas des Clippers. Donc, pour moi, je les range un peu dans cette catégorie de tout ou rien, en fait. Et donc, une fois qu'on a admis ce corollaire de tout ou rien, soit tu joues le titre, soit quel est l'intérêt, en fait?
Quel est l'intérêt surtout d'avoir une méga taxe, etc., et de payer des superstars si en fait t'as pas de vraie chance d'aller au titre. Et donc, pour moi, le point central, le théorème, c'est plutôt le fait que sans Paul George, les Clippers ne sont plus candidats au titre. Et c'est là-dessus où je peux entendre qu'on ne soit pas d'accord, assez nettement. Mais pour moi, ça semble clair et net. Et dans le sens où on a quand même affaire à une équipe où tu vas perdre ton deuxième meilleur joueur, très simplement. Et je pense aussi que c'est peut-être un peu de là que vient beaucoup de conversations et de débats par rapport à ça. C'est que si on devait définir une espèce de moyenne, un consensus collectif, je pense qu'il faudrait moi me définir comme un peu au-dessus de la moyenne sur Paul George, mon avis sur lui, de comment est-ce que je pondère et comment est-ce que je le valorise, contrairement donc par rapport au consensus collectif. Voilà. Et je me demande à quel point, est-ce qu'il n'y a pas aussi pas mal de choses qui partent un peu de là, et de beaucoup de monde qui sont soit déçus, soit n'apprécient pas tant que ça le joueur, soit déjà... Parce que là, je parle, par exemple, je parle de gens qui disent « non, mais à 37 ans, il ne vaudra pas cet argent ». Je pense qu'il y a aussi déjà des gens qui, actuellement, le disent, en fait. Non, mais même à 34, il ne vaut pas cet argent. Donc, je sais pas à quel point ça vient jouer un peu là-dessus, mais je sais qu'il a un peu une cote de désamour, Paul George. Bon, quelles sont les raisons? Je sais pas trop. Moi, je pense qu'il y a un peu un biais de déception par rapport à lui, parce que quand il explose en 2013, on se dit ah ça y est, c'est le superstar, c'est l'égal de LeBron, etc. Il va être ça pendant 10 ans, et il n'est pas en fait. Il a jamais complètement fait passer cette dernière marche finalement. Donc à quel point il y a une déception. Vous savez, il y a les surnoms en playoff aussi, et je dis pas, peut-être que lui il tend le bâton un peu pour se faire battre parfois dans ses interviews, dans ses podcasts, ou je sais pas, mais de facto je trouve que il y a un peu une cote de désamour, et je me demande à quel point ça part un peu de là. Mais pour moi c'est assez évident que c'était le deuxième meilleur joueur des Clippers, et que sans lui en fait les Clippers ne sont plus un candidat au titre. Et notamment, vous savez que par ailleurs, je suis aussi le plus grand fan de la Terre, à mon avis, de James Harden. Je pense que, voilà, ceci est un fait établi. Mais le départ de Paul George fait qu'on a un autre point pivot dans cet effectif des Clippers qui va être désormais Harden. Et est-ce que vraiment Harden va être capable de augmenter, à son âge et à ce stade de son déclin, d'augmenter son volume de nouveau, tout en gardant une efficacité? Sachant que, actuellement, les deux ont un peu chuté, à la fois le volume et à la fois l'efficacité ont largement décliné, et c'est normal, il arrive à un âge qui est assez avancé, il a plus du tout le même physique, etc. Donc pour moi, c'est un peu là-dessus où je trouve que la perte de Paul George, elle est faramineuse. Autant la défense, elle a été compensée, on en parlera peut-être, mais à la fin. Mais effectivement, Derrick Jones Jr. en défense, Chris Dunn, 2 signatures magnifiques, plus Amir Kofi qui a commencé à émerger et qui pourrait aussi prendre plus d'ampleur en tant que ailier défenseur, etc. Donc la défense, à la limite, je me pose pas trop enfin, ça me pose pas de soucis. Je pense que ça pourrait grosso modo être arrivé à être compensé, même plus que compensé. Mais par contre, c'est vrai que pour l'attaque, je pense pas. L'attaque, je pense pas. Je pense que Kawhi, ok, mais est-ce que Harden peut de nouveau repasser de 3e dans la hiérarchie à 2e, mais surtout augmenter son volume de scoring? Je suis pas convaincu. Et en plus, on l'a même pas dit, mais dans ce style d'attaque de Tyronn Lue, là encore, je vais pas refaire le refrain. Je vous renvoie vers le podcast bilan 2024 des Clippers si ça vous intéresse, mais on a affaire à une attaque très particulière. D'un point de vue stylistique, et ça se voit sur des marqueurs stats. C'est une des équipes qui fait le moins de passes de toute la NBA, enfin l'équipe qui fait le moins de passes de toute la NBA, qui a le rythme le plus lent, qui fait le plus d'isolation par match de toute la NBA. Voilà, Tyronn Lue, c'est un style d'attaque qui est très, non pas beau jeu fluide, mais très stratégique, on va attaquer tel ou tel match-up, on va chercher le switch, on va chercher le mismatch, et on va l'attaquer. Et donc on va l'attaquer en 1 contre 1. Et donc, quand tu perds cette arme-là, c'est quand même assez significatif. En termes d'efficacité, Harden était un peu meilleur, mais en termes de volume, c'est quand même, je crois que Paul George était encore 2e en termes de volume. Bref, dans ce style de jeu qui se repose à ce point sur le 1 contre 1 et sur la capacité à appuyer des match-up, quand tu as une de tes deux têtes d'affiche qui est plus là, c'est compliqué. Et grosso modo, pour moi, en fait, il y a cet aspect où les Clippers, sans Paul George, ne sont plus assez bons. Pour être candidat au titre, je dis pas pour être top 10 NBA, évidemment, mais est-ce que vraiment, sans Paul George, les Clippers sont encore top 3, top 5, un vrai candidat au titre comme ils l'ont été dernièrement? Moi, je pense pas. À mon sens, à ce stade de leur construction, pour moi, Paul George, la présence de Paul George ou pas, était un peu ce qui décidait entre si tu restais un candidat au titre ou si tu subissais un déclassement. Et encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, je pense que là, on a un vrai déclassement. On a vraiment une force de frappe qui a été diminuée de manière conséquente. Donc pour moi, les Clippers désormais changent de statut. Parce que Kawhi, ok, et sans même parler des blessures de Kawhi, mais
j'ai pas trop confiance à la force de frappe offensive et à la capacité de Harden de redécoller. Donc voilà. Et donc, si Paul George, sa présence ou non, était ce qui décidait de si tu restais un candidat au titre ou si tu étais déclassé, pour moi, c'est là-dessus où vous comprenez que le prix qu'il fallait mettre, on voyait bien cette différence entre la valeur du joueur, la valeur de l'individu, ce prisme de l'individualité, et le coût de l'avoir ou pas. Finalement, le prix, le coût de Paul George allait au-delà, entre guillemets, de son simple contrat individuel, en un sens. C'est un peu ça que je veux dire, quoi. Et pour essayer de le reformuler, si vous voulez, finalement, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? C'est que on donne une 4e année où il est un peu surpayé à Paul George, c'est ça qui coûte le plus cher ? Ou c'est on n'est plus candidat au titre ? Honnêtement, quand on le reformule de cette manière et qu'on met ceci sur le même plan, parce que ça doit l'être sur le même plan, la décision, elle a un peu lié les deux, pour moi, de manière évidente, qui coûte le plus cher, c'est pas Paul George. Hein. C'est le fait de perdre totalement ton statut, de perdre tes vraies chances d'être un vrai gros candidat au titre. Alors après, ça peut rester un outsider. Hein. J'arrive très bien à avoir un scénario un peu idéal où c'est un outsider top défense et attaque un peu limitée, mais le bon parcours en playoff, la chance niveau blessure de toi et peut-être la chance des blessures, la malchance en face, etc., etc. Ok, ça reste un outsider, mais je pense qu'ils ont vraiment perdu le statut et leur vraie chance de titre. Et comme on l'a vu précisément avec les Clippers, gagner un titre NBA, c'est extrêmement dur. Là, je peux vous renvoyer au podcast que j'ai fait sur la continuité, mais c'est la valeur de la continuité, c'est que c'est tellement dur que la valeur de continuité, c'est pas tant de la force collective, la solidarité, le fait de bien faire les choses, de bien travailler, c'est surtout le fait que quand tu as un projet continu, tu as un nombre de chances répétées d'arriver au bout. C'est ce qui a permis à Denver d'arriver au bout après maintes blessures, c'est ce qui a permis à Boston de enfin arriver au bout après 7-8 ans de on essaye, ça marche pas. Au bout d'un moment, si tu répètes encore et encore, tu vas finir par y arriver. Mais donc à la base de ça, c'est aussi le fait que gagner un titre NBA, c'est extrêmement dur. Mais vraiment. Donc, pour moi, si tu as de vraies chances de titre et que tu fais le choix un peu volontaire de toi-même te déclasser et de ne plus avoir ces chances de titre, alors que, comme dit, c'est extrêmement dur à faire et à atteindre comme statut et comme probabilité, non. Moi, c'est une erreur assez étonnante et assez incroyable. Finalement, dans cette problématique, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Est-ce que c'est Paul George ? Tu donnes 15 millions en 3 à Paul George ? C'est ça qui est plus cher ? Ou est-ce que tu perds toutes tes vraies chances de titre, hormis scénario un peu complètement fou de l'outsider qui surchauffe en fait ? Pour moi, ce qui coûte plus cher, c'est ça, c'est de perdre tes chances de titre. C'est pas les 5, 10, 15, même 20 millions de surpayage que tu vas donner à Paul George. Et ça, encore une fois, sans même re-rentrer dans le débat de est-ce que Paul George, à 37 ans, sera surpayé ou pas ? Sans même contester le fait qu'il le sera surpayé. En fait, sans Paul George, pour moi, il n'y a pas de titre NBA. Il n'y a pas de vraie chance de titre NBA. Donc, au final, ça te coûte paradoxalement beaucoup plus de ne pas lui donner cet argent que de lui donner. Moi, c'est un peu ma vision et c'est un peu comme ça qu'on retombe sur la notion du coût plutôt que simplement du contrat et du prisme individuel. Parce que, en plus, il y a aussi un autre aspect important qu'on n'a même pas encore reprécisé, mais le problème pour les Clippers et qui vient se rajouter à l'importance et à cette valeur de coût et à l'importance de le conserver, c'est que c'est quoi ta valeur de remplacement ? Quelle est ta valeur de remplacement ? Défensivement, ok, mais en attaque, on a dit c'est très compliqué. Tu vas forcer un mec qui arrivait à maintenir sa valeur parce que le volume déclinait, donc ça permettait un peu de compenser. Ok, tu vas le forcer à le remonter dans la hiérarchie. De l'autre côté, tu as pris des role-players défensifs, mais pas en attaque. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que quel est le moyen de retrouver un Paul George ? Franchement, c'est un peu chaud quand même. Hein. C'est très compliqué, voire même impossible. Et ça, c'est aussi un élément hyper important qui aurait dû se rajouter, à mon avis, au calcul du coût de Paul George. C'est le fait que si tu le laisses filer, mais que tu as une autre option, ok, pas de problème. Mais concrètement, est-ce que vraiment tu as une autre option ? Parce que là, soyons clairs, hein, ils ont laissé partir Paul George. C'est pas pour ça qu'ils ont du cap et de l'argent dans le salary cap pour aller signer un autre gros free agent. Même sans Paul George, ils n'avaient pas d'argent. Donc ça, c'est
tout de même un peu problématique. C'est pas comme si genre tu le laisses filer, mais parce que t'as un truc mieux ou même similaire sous la main en termes de free agent. Et pareil au niveau des trades. Alors, on pourra en reparler, mais certes, t'as quelques atouts intéressants pour faire des trades, mais de nouveau, ça va être soit tu fais un trade et donc tu mets dans le package Zubac qui vient de prolonger, donc Zubac et son contrat moyen, Terrence Mann ou des mecs comme ça, tu refais un échange, un package, tout ça pour obtenir une star, ok. Mais donc de nouveau, tu fais le raisonnement et tu fais le processus de comment dire, de sacrifier ta densité d'effectifs pour une autre star. Alors que tu avais la possibilité d'avoir les deux, d'avoir encore une star et encore cette profondeur d'effectifs si précieuse avec Terrence Mann, Zubac, Amir Kofi ou des mecs comme ça que j'oublie, hein, mais voilà, c'est aussi ça que permettait Paul George, c'est de rester sur on a la star et on a l'effectif autour pour aller au bout. Parce que oui, tu peux faire un échange. Alors, il y a aussi la question de qui va être disponible. Hein. Ça, je sais pas qui pourrait être disponible. Est-ce que Durant pourrait être disponible? Est-ce que Bradley Beal pourrait être disponible? Est-ce que Jimmy Butler peut être disponible? Ok, il y aurait peut-être certains noms. Éventuellement, il y a toujours un ou deux noms, mais bon, ça n'a pas l'air évident pour l'instant. Et je suis pas sûr qu'un Zach LaVine, ce soit exactement ce qui puisse correspondre. Mais même si c'est le cas, en tout cas, il y a un peu cette idée pour moi que tu peux faire ce move. Tu peux retrouver cette force de frappe offensive en allant chercher une autre star. Ok, donc tu peux, entre guillemets, tu laisses partir Paul George parce que tu le remplaces. Ok, mais à quel prix? Au prix d'échange. Et donc, pour aller chercher une autre star, il faut que tu mettes des contrats pour équilibrer. Et donc, il faut que tu mettes des mecs dans la balance, quoi. Et donc, tu perds aussi en niveau, quoi. Parce que là, qui est-ce qu'on a actuellement? On a du Norman Powell, 20 millions. Bon, ça fait un bon petit contrat. Et bon, ce serait pas catastrophique, mais ce serait un peu dommage de le perdre. C'est une partie importante, Norman Powell. Zubac aussi. PJ Tucker, d'ailleurs, qui joue pas, lui c'est cadeau. Hein. Tu peux effectivement, c'est 12 millions l'année, enfin presque 12. Tu peux l'échanger, ok, mais Terrence Mann aussi, 11 millions. Batum est revenu à 4 millions. Et bon, voilà, on aborde déjà des zones où c'est pas très intéressant d'un point de vue salarial, quoi. Il vaut mieux garder le joueur plutôt que de l'échanger en termes de valeur, de rentabilité. Donc voilà, pour moi, il y a un peu ce truc de quelle est ta valeur de remplacement. Il n'y en a pas trop, quoi. Il n'y a pas trop. C'est soit tu restes en l'état et tu n'as pas une assez grande force de frappe, soit tu vas rechercher une star s'il y en a une, mais tu sacrifies tout le reste et donc de nouveau, tu restes un peu déclassé par rapport à ce que tu aurais pu être. C'est-à-dire star plus profondeur. Et ça, pour moi, comme dit, ça aurait dû rentrer aussi dans l'équation et dans ok, Paul George, l'individu, est surpayé, mais il nous permet aussi d'éviter pas mal de casse-tête, quoi. Il nous permet de rester un vrai candidat au titre, c'est ça le principal, et ou si tu essaies d'aller rechercher une star, ça va se faire aussi à un coup. Donc garder Paul George, ça empêchait ça. Donc il y avait aussi une valeur qui n'était pas chiffrée, qui n'était pas en termes de somme, de salaire, mais c'était une vraie valeur de construction d'équipe. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.